Hello Pierre-Elliott, comment tu vas? Ah, ça va et toi? Ça va, super, merci. Dans un premier temps, dans cette interview, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Ouais, je m'appelle Pierre Elliott, je suis entrepreneur sur Internet depuis 3 ans maintenant. J'ai lancé mon activité pendant que j'étais à l'école et voilà, donc ça fait aujourd'hui 3 ans. Ok, et du coup, tu faisais quoi comme étude pour être entrepreneur? C'est une bonne question, il y a beaucoup de gens qui posent cette question. J'étais pas du tout prédestiné en fait à être entrepreneur, c'est pas du tout ce que je voulais faire pendant mes études. Pour faire simple, en fait, j'ai fait un bac S, donc vraiment parcours classique. Je suis ensuite allé dans une classe préparatoire aux mathématiques pour devenir ingénieur. Mais je me suis rendu compte en fait quand j'étais en classe prépa que c'était pas du tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire que c'était que du par cœur, tu bouffais des cours, et de la théorie, de la théorie, de la théorie. Et moi pendant les cours, à un moment j'ai lâché au bout de 2 semaines. J'ai commencé à faire des jeux sur mon ordi et je me suis dit que c'était pas du tout pour moi. Donc je me suis réorienté en fait vers une école de commerce. Par la suite, parce que j'avais vraiment envie, j'avais beaucoup d'ambition, j'ai envie d'accomplir des choses, pas mal de projets, c'était toujours un peu flou, mais je me suis dit que l'école de commerce, voilà, c'était assez vague, assez large, et ça me permettait de m'ouvrir des portes. Mais là toujours, j'étais pas du tout prédestiné à être entrepreneur, c'est-à-dire qu'au début, je voulais être trader, je voulais être CEO d'une boîte ou autre, et c'est vraiment venu petit à petit, au fur et à mesure de mes expériences, et des années en école de commerce, je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut vraiment que je fasse autre chose. Et c'est là que j'ai lancé mon activité. Ok, et du coup, tu es arrivé jusqu'où en école de commerce? Alors j'ai fait toutes les études, hein. J'ai terminé, donc j'ai fait Rennes School of Business, en fait, qui est une école de commerce qui est vraiment intéressante dans le classement, qui est plutôt bien notée. Et en fait, je suis allé au bout, donc j'ai fait mon master, master 2. Sauf que c'est vraiment en cours de route où je me suis rendu compte que les cours, ça m'intéressait pas. En fait, je suivais pas du tout en cours. Soit je jouais à des jeux, soit j'étais complètement ailleurs, je regardais d'autres choses. Et aussi durant mes stages. C'est vraiment qu'il y a eu un électrochoc. Pour te dire, pendant mon premier stage, j'étais sur l'ordi et je me demandais pourquoi j'étais là en fait. Je me demandais mais qu'est-ce que je fais ici à travailler pour quelqu'un d'autre en fait. Et surtout pas faire ce que j'ai envie de faire, qu'on me donne toujours des tâches à faire qui ne sont pas forcément intéressantes. Je ne voyais pas ma plus-value, je ne voyais pas ce que j'apportais autour de moi. Et c'est vraiment là que je me suis dit non mais il faut réagir, il faut faire quelque chose. Et ça a été vraiment le moment clé où je vais commencer à chercher sur internet un petit peu comment je pouvais faire différemment. Et c'est là que j'ai vu que je pouvais en fait lancer mon activité en ligne. Ok, et du coup, ça c'était il y a 3 ans. Alors ça c'était il y a 3 ans, c'est vraiment le premier électrochoc. Les premiers mois ont été très durs, hein, il n'y a pas eu de résultats. J'ai eu envie d'abandonner, etc. Et petit à petit, ça m'a emmené là où j'en suis aujourd'hui. Ok, super intéressant du coup ton parcours scolaire et d'entrepreneur. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire entrepreneur du coup? Bah, en fait, j'avais plusieurs envies. Moi déjà, ce dont je me suis rendu compte en fait au cours du temps, c'est que le salariat et le parcours classique en fait qu'on nous propose quand on est à l'école et même quand on est dans la vie de tous les jours, hein, c'est de faire de bonnes études, d'être salarié et d'attendre la retraite. Donc c'est vraiment un parcours classique. Et moi, je me suis rendu compte que ce parcours ne me convenait pas. Je dis pas que c'est mauvais ou que c'est nul. Je dis juste que par rapport à moi, ça n'allait pas dans le sens où moi, je voulais plus de liberté. Je voulais pouvoir me lever quand je voulais, me coucher quand je voulais, travailler quand je voulais. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, justement que je travaille plus qu'un salarié, mais je voulais vraiment travailler quand je veux. Si je veux travailler le dimanche, je travaille le dimanche. Si je ne veux pas travailler le lundi, je ne travaille pas le lundi. C'est moi qui gère un petit peu mon emploi du temps. Je gère aussi d'où je travaille, puisqu'en fait j'ai juste besoin moi, de mon ordinateur pour travailler. Donc parfois ça m'arrive de travailler à l'hôtel, dans le train, dans l'avion. Ça peut être aussi, peut-être pas au bord de la piscine, mais ça peut être en vacances, voilà, ça peut être vraiment de n'importe où, même de chez moi. La plupart du temps, je travaille de chez moi et c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir cette liberté. Moi, je me sentais vraiment, quand j'étais salarié, puisque je l'ai été pendant quelques mois, un petit peu enfermé dans une cage, c'est-à-dire que je sentais que ma créativité était bridée. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a donné envie de me lancer, mon envie d'indépendance, de liberté et mes ambitions derrière aussi. J'avais envie d'accomplir beaucoup de choses et je sentais en fait qu'en étant salarié, ça allait être très compliqué d'atteindre ces objectifs-là et j'ai préféré du coup me lancer tout de suite donc dans le business sur Internet. Donc j'ai cherché sur Google comment créer un business en ligne, comment générer un revenu sur Internet, comment lancer son activité. Et pendant ma dernière année d'études, j'étais en alternance en fait pour l'histoire. Donc alternance, ça veut dire à moitié à l'école, à moitié en entreprise.
Et c'est dans ces moments-là en fait que j'ai vraiment commencé à lancer mon activité, qu'elle a commencé à prendre de l'ampleur. Donc du coup, tu nous as dit que tu as lancé ton business en même temps que tu étais en cours, mais si je comprends bien, tu avais aussi une entreprise encore à côté. Donc tu avais 3 activités. Comment tu faisais pour mêler entreprise, business, école, vie de famille, vie de personnel, sport? Comment tu faisais tout ça? Bah, c'est vrai que ça n'a pas été facile. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la moitié du mois, j'étais en cours. Et du coup, en fait, pendant les cours, j'écoutais pas les cours et je travaillais sur mon business la plupart du temps. Sauf vraiment des cours importants, mais voilà, généralement, j'étais sur mon business. Et pendant l'entreprise, j'étais en entreprise, donc de 9h à 18h30. J'allais au sport le midi, en fait, pour pas perdre de temps, pour pas faire la pause déjeuner, qui dure 1 heure et juste manger comme ça avec mon sandwich. Donc, j'allais au sport le midi. Et je travaillais sur mon business le soir, donc de 19h à 1h du matin à peu près, où j'étais à fond dessus. Et évidemment, du coup, il y a des soirs où c'était juste 19h, 20h ou 19h, 21h, parce que j'avais aussi une vie perso, je devais voir des amis ou mon entourage, et ça ne me permettait pas du coup de bosser jusqu'à 1h du matin. Ok, et du coup, comment tes proches ils ont réagi quand tu faisais tout ça en même temps? Ça n'a pas été facile parce que forcément, quand tu as un entourage, que ce soit mes amis ou ma famille ou autre, qui est habitué à te voir souvent, qui est dans le salariat, qui a envie de sortir, envie de boire des verres, envie d'aller au cinéma ou même faire une réunion de famille, il faut apprendre à dire non en fait. Et c'est pas facile parce qu'on aimerait y aller, mais on sait aussi à côté de ça que c'est nécessaire pour grandir, lancer son activité, de faire quelques sacrifices au début. Moi j'en ai fait. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Et c'est vrai qu'il y a eu des incompréhensions, des amis qui disaient t'es où, t'as disparu. J'ai même eu des arrête tes conneries, c'est quoi tes histoires, mais qu'est-ce que tu nous fous, t'es dans une secte ou quoi. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on se dit mais en fait si j'y arrive pas, ils vont complètement se foutre de ma gueule et je vais être la risée de tous. Et c'est pour ça que j'ai insisté jusqu'à ce que je commence à avoir des résultats. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne me demande plus rien. C'est-à-dire que si je dis que je ne veux pas sortir, je dis ou je ne veux pas aller quelque part. Déjà, je le fais un peu plus. C'est-à-dire que maintenant que mon business est automatisé, je me laisse beaucoup plus de temps libre. Mais c'est vrai que si maintenant je dis non, je ne peux pas, j'ai une autre priorité, les gens le prennent plutôt bien maintenant. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as perdu des amis ou des personnes proches à cause du business? Alors c'est une bonne question. Je pense pas perdu. Alors il y a des gens que j'ai moins vus forcément, mais il n'y a pas de gens une personne qui est partie qui m'a dit je veux plus qu'on se parle parce qu'on se voit plus, ou alors moi qui ai coupé les ponts et du coup on ne s'est plus parlé. Je pense que mes amis de l'école, en fait, comme je sortais de l'école, je voyais beaucoup de gens de l'école, c'était tout le temps la fête et tout, et notamment donc les 2 premières années, c'était tout le temps la fête, je sortais tous les soirs. C'était vraiment c'était dans l'excès, c'était vraiment dans l'excès, école de commerce tout le temps en soirée. Et en plus, j'organisais souvent les soirées chez moi, j'aimais bien faire les soirées. Donc mon appart était tout le temps dégueulasse, c'était tout le temps le bordel. Et du coup, quand j'ai lancé mon business en dernière année, j'ai disparu de toutes les soirées. Donc il y avait des soirées, j'étais plus. J'organisais plus de soirées, j'étais plus au bar, nulle part. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont demandé mais qu'est-ce qu'il fout quoi. C'est lui qui organisait souvent les soirées avant, ou qui allait, on le voyait partout avant, et maintenant il est nulle part. Donc, j'ai pas perdu des amis, mais il y a eu des incompréhensions forcément. Ouais. Okay, donc, on a fait un peu une partie mindset sur ton parcours. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Et du coup, tu vends quoi? Qu'est-ce que tu vends? À qui tu t'adresses? Et quels sont tes produits en fait? Ouais, mais j'ai eu en fait différentes entre guillemets activités dans mon business. J'ai commencé en fait par de l'e-commerce. J'ai vendu sur des marketplaces comme eBay, Le Bon Coin ou toutes ces marketplaces là. J'ai pas fait de Amazon. Mais voilà, ça m'a permis en fait de générer mes premiers revenus. C'est comme ça que j'ai généré mes premiers euros sur internet. Mes premiers 1000 euros, c'était sur eBay. Et par la suite de ça, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu limité par l'e-commerce et c'était un peu agaçant parce que tu avais souvent des retours, des stocks, des machins. Alors pas tout le temps, hein, mais tu en as toujours 1% ou 2%. Et je me suis posé la question, comment est-ce que je peux faire pour gagner plus, faire plus de revenus, plus de marge, parce qu'il n'y avait pas énormément de marge, et pour vraiment apporter de la valeur et pas seulement vendre des produits. Et du coup, je me suis dit, les produits digitaux, ça pourrait être une bonne alternative. Donc un produit digital, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un e-book ou une formation, un cours en ligne. Voilà, quand on fait un cours en ligne, par exemple, pour apprendre à maîtriser Photoshop, c'est de ce type de produits digitaux-là dont je parle. Et j'ai commencé à vendre ça, en fait. Donc j'ai créé une chaîne YouTube où je parlais en fait de mes aventures un petit peu sur eBay.
parce que je vendais sur eBay à l'époque. Donc voilà, j'expliquais ce que je faisais, j'ai mis en vente mes produits, ça a vendu, ça n'a pas vendu. Je montrais vraiment mon aventure e-commerce aux personnes. Et il y a commencé à avoir des personnes qui ont afflué sur ma chaîne YouTube. Et c'est là que j'ai créé mes premiers produits en fait. On dit produits d'information en fait, produits digitaux d'information. Et mon premier produit en fait, ça a été un PDF. Donc un PDF c'est simple, hein, c'est un document Word où j'avais listé en fait plein de produits qui se vendaient bien sur eBay. Donc moi que j'avais bien vendu et tout, j'avais listé plein de produits et les gens ils m'achetaient ça. Donc c'était 14 € je crois à l'époque. Et ce produit-là j'en ai vendu des centaines grâce à ma chaîne YouTube. Ok, donc tu dis que tu étais sur YouTube, mais c'est uniquement. Est-ce que tu peux dire que c'est uniquement grâce à YouTube que tu faisais des ventes? Alors c'est une bonne question. Disons qu'en fait sur Internet, lorsque tu vends un produit d'information, il faut impérativement que tu crées du contenu. Donc ça peut être soit avec le trafic payant, donc qui est la publicité Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, soit avec du trafic gratuit. Moi j'ai commencé avec du trafic gratuit. Donc j'ai créé du contenu d'abord sur YouTube et sur Facebook. Et ensuite je me suis développé sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest et sur plein d'autres plateformes. Mais je me suis focalisé vraiment sur YouTube au début parce qu'il y avait potentiellement de grande croissance et que je voulais vraiment mettre mon énergie sur une seule plateforme. Et c'est celle qui a décollé. Donc oui, au début, c'était essentiellement avec YouTube. Et ensuite, c'était aussi grâce à Facebook et aussi grâce à l'emailing, donc l'email marketing. Et comment tu trouvais des emails, du coup? Alors, là, du coup, on rentre un peu plus dans la stratégie digital marketing. Ouais. C'est-à-dire que sur YouTube, donc c'était grâce à YouTube, sur YouTube, je proposais une liste gratuite de produits qui se vendent bien. Donc, je sais pas, il y avait une liste de, 10-15 produits. Les gens la téléchargeaient en rentrant leur email. Et ensuite, par la suite, je leur proposais, donc je leur envoyais des emails en disant bah voilà, vous avez eu ma liste de 15 produits, j'ai une liste de 200 produits si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, et elle est à 14 €. Donc vous pouvez la télécharger en payant 14 €. Et ça a permis à des centaines et des centaines de personnes de lancer leur activité sur un eBay ou en e-commerce en proposant du coup les produits sans chercher le produit, sans perdre de temps. Évidemment, cette liste était mise à jour tous les mois ou tous les 2 mois pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui aient la même liste. Donc du coup, ça c'était les débuts. Comment tu as lancé tes produits en infoprenariat du coup et en produits d'information comme tu dis. Et donc tu as eu quoi comme résultat et en combien de temps? Alors, faut savoir que il y a plein de gens qui disent que pour gagner de l'argent avec YouTube, il faut avoir des millions d'abonnés ou des centaines de milliers d'abonnés. Moi, j'avais 1000 abonnés et lorsque j'ai sorti ce produit d'information, ce PDF de produits gagnants, j'ai fait 1400 € le premier mois. Donc c'était fin 2018 et j'avais que 1000 abonnés. Donc comme quoi on peut gagner un SMIC avec 1000 abonnés assez facilement. Et encore, je venais de démarrer, j'avais même pas forcément les bonnes stratégies, c'était un peu bancal. Donc 1400 € le premier mois. Et ensuite ça allait très vite, c'est-à-dire que le deuxième mois on est vite allé sur du 2-3 000 €. Le troisième mois on est passé sur du 5 000 et ensuite c'est passé sur du 10 000, 15 000. J'ai stabilisé un petit peu à 15 000 quelques mois et ensuite on est vite passé à du, donc c'était en août 2019, on est passé à du 35 000 et en fin d'année du 45 000 et du coup cette année en 2020 on a atteint en un mois, c'est notre record aujourd'hui, donc 67 000 € de vente sur un mois et du coup lycée sur l'année on est à peu près à 500 000 de chiffre d'affaires et c'est à chaque fois avec des produits d'information. Donc il y a eu des PDF au début de produits, maintenant c'est plutôt des cours en ligne sur le digital marketing, par exemple trouver des clients avec Facebook, comment lancer sa première boutique sur eBay. Donc celle-là, cette formation, elle a cartonné, c'est notre best-seller, on a plus de 3000 étudiants donc en un an et demi. Elle fonctionne très bien, en plus ce que j'aime bien c'est que je vois vraiment des résultats, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes sur internet qui vendent des programmes, alors souvent en plus c'est des programmes très chers à 1000 ou 2000 € quand c'est sur l'e-commerce. Et souvent, tu ne vois pas forcément les résultats des personnes. Et tu es très content quand tu viens une personne qui dit j'ai fait ma première vente, j'ai fait mes premiers 100 €, mes premiers 1000 €. Ça te réconforte et tu te dis que tu as aidé certaines personnes en fait à gagner un complément de revenu ou à lancer une activité en ligne. Ok, alors donc tu parlais de tes chiffres que tu faisais en quelques mois, tes 35 000, 45 000 €. Mais comment tu as fait, enfin, est-ce que tu as flambé du coup en voyant tous ces chiffres arriver? Quelles ont été tes émotions quand tu as vu tous ces ventes arriver? Et du coup, qu'est-ce que tu as fait avec tout ça? En fait, déjà ce qu'il faut bien savoir, et je le dis parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait, quand on annonce ces chiffres-là, donc 35, 45, j'ai dit même 67, c'est du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que moi j'ai une société qui génère ce chiffre d'affaires et ce n'est pas mon salaire. C'est-à-dire que sur ces 60 000, il y a du bénéfice. Le bénéfice, ça va dépendre des mois, mais là sur 67 000, on est à peu près à 30-35 000 € de bénéfice parce qu'il y a la TVA, il y a l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Et sur ces 35 000, après j'ai le choix, soit je les laisse dans la société et je les investis avec ma société,
je les réinvestis dans mon activité ou alors dans l'immobilier ou autre, soit je décide de me payer, mais du coup, je vais devoir payer des charges salariales, donc à l'URSSAF notamment. Donc sur 35 000, par exemple, si je décide de me payer avec 35 000, je vais pouvoir me payer, je sais pas, 20 ou 25 000 euros. Et après, il y a l'impôt sur le revenu. Donc il faut comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui annoncent des chiffres et souvent, en fait, il y a plein de charges derrière et on ne le sait pas. Donc moi, je suis assez transparent là-dessus et c'est juste qu'il faut bien comprendre ça. Ensuite, par rapport au fait, est-ce que j'ai flambé ou pas, c'est une bonne question. Il faut savoir que les résultats en fait, sont arrivés assez vite. Comme je t'ai dit, donc on avait fait 1500, ensuite 3, 4, 5, 15, 35 et on est arrivé jusqu'à 67 en 12 mois en fait, 67 000 en 12 mois. Et tu peux être tenté effectivement de flamber, de te dire je vais m'acheter une montre super chère. Mais comme c'est le début de mon activité, je ne me suis pas posé cette question. C'est-à-dire que moi j'ai flambé mais dans mon activité. C'est-à-dire que j'ai investi dans du matériel de tournage, j'ai investi dans une équipe, j'ai investi dans du matériel, je me suis acheté un nouvel ordinateur, etc. puisque je travaille sur l'ordinateur. Mais disons que non, voilà, j'ai une Casio qui coûte 70 euros. Voilà, j'ai un appartement à Paris, mais voilà, j'ai pas un triplex ou un truc qui coûte 10 000 euros par mois. Disons que je suis resté assez simple, je suis resté assez humble parce que je sais que c'est aussi important pour réussir par la suite et surtout que c'est une activité sur Internet qui vient de démarrer. Donc elle est stable, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer et je ne peux pas me permettre de tout claquer. Il faut être aussi, je pense, intelligent dans la gestion de son argent. Et moi, j'ai vraiment envie plutôt de capitaliser sur l'argent que j'ai gagné pour réinvestir dans mon activité ou dans d'autres projets par la suite, parce que j'ai beaucoup de projets. Ça peut être dans l'immobilier, dans la création d'une start-up ou plein d'autres projets. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui claquent tout direct et qui se retrouvent sans rien après. On se dit mais ils ont une vie de malade, ils ont une Lamborghini, ils ont une Rolex et en fait sur leur compte il n'y a plus rien parce qu'ils disent qu'ils profitent de la vie et chacun fait comme il veut au final. S'il y en a qui veulent tout claquer, il y en a qui veulent plutôt capitaliser sur du long terme. Chacun a sa vision et moi en attendant, alors je ne dis pas qu'un jour j'aurai pas une belle montre, je dis simplement que c'est le début, il faut y aller étape par étape. Si aujourd'hui je m'achète une montre super chère et une voiture super chère, qu'est-ce que je fais demain quoi. Je pense qu'il faut prendre les échelons petit à petit. Et donc dans ton discours, tu dis nous en fait. Ouais. Donc est-ce que nous, tu parles de toi comme une personne morale ou est-ce que tu es plusieurs derrière ton business? Explique-nous un peu ça. Alors c'est une bonne question. Je dis nous parce qu'en fait j'ai une équipe avec moi, mais c'est une équipe de freelance. Donc par exemple j'ai des personnes qui vont monter mes vidéos, j'ai un designer, j'ai des personnes qui vont gérer mes publicités, j'ai une assistante, j'ai un bras droit et c'est une équipe que j'ai créée au cours du temps, mais ce n'est pas les personnes qui sont à temps plein, c'est les personnes qui ont d'autres clients et qui sont voilà, des freelances, ils ont aussi leur activité sur Internet, mais je n'ai pas de salarié. Aujourd'hui, je suis tout seul dans mon entreprise, donc je suis un petit peu salarié puisque forcément je gère ma société et je peux me payer en salaire, donc je peux être catégorisé comme un salarié. Par contre, je n'ai pas de personnes avec moi en CDI, en CDD ou en stage, c'est uniquement des freelances et des indépendants. J'aime bien parce qu'il y a une certaine flexibilité, mais aussi ça permet de ne pas avoir des coûts exorbitants sur le recrutement, etc. Ok, et du coup, est-ce que c'est pas difficile de fidéliser ces personnes? Alors ouais, ça peut être le cas, notamment par exemple, forcément pour les valeurs de l'entreprise, toutes ces choses-là. Après, moi je travaille beaucoup avec des personnes qui vont faire des tâches, parfois on va dire à un moment donné, donc spontanément, et pas forcément sur le long terme. Donc hormis mon assistante et mon bras droit qui vont vraiment avoir des tâches sur le long terme, par exemple du montage vidéo, il y a telle vidéo à monter, et après disons qu'il y a évidemment, le but c'est d'avoir une relation long terme pour moi, mais il n'y a pas d'engagement contractuel. C'est-à-dire que la personne peut très bien arrêter de bosser pour moi. Moi, je peux arrêter de bosser pour la personne. Chacun fait comme il veut. Par rapport aussi, si le prestataire a beaucoup trop de clients, il peut décider d'arrêter de travailler avec moi. Mais moi, je mets toujours un point d'honneur en fait au long terme. C'est-à-dire que quand je travaille avec un prestataire, je dis voilà, moi mon but c'est de travailler sur le long terme pour éviter déjà de retrouver un prestataire tout le temps, mais aussi pour avoir une même qualité sur le travail fourni, mais un investissement conséquent, que la personne sache pour quel projet elle travaille. Donc j'essaie vraiment de l'incorporer dans mon projet, lui dire ce que je fais, lui montrer qui j'aide, comment je le fais, que la personne se sente concernée et qu'elle ait vraiment envie de participer à ce projet, même si elle n'est pas salariée. Je pense que c'est toujours intéressant d'apporter sa petite brique à l'édifice. Donc tu en as un peu parlé, mais j'imagine que tu délègues des tâches du coup. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté de déléguer et est-ce que tu as toujours la même efficacité? Est-ce que c'est aussi bien fait que quand toi tu le fais? Alors ça c'est la question qu'on se pose souvent quand on est entrepreneur. Au début, je faisais tout. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je faisais le montage vidéo, la miniature,
le tournage, c'est moi qui la mettais sur YouTube. Je faisais mes sites internet, mes tunnels de vente, mon blog, je faisais vraiment tout de A à Z. Du coup, c'est un avantage, c'est que ça m'a appris énormément de choses. Je maîtrise beaucoup de choses sur internet parce que j'ai mis les mains dans le cambouis, comme on dit. Par contre, c'est vrai où il y a un moment, voilà, j'arrivais à certains résultats, donc je faisais entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et j'avais personne qui gérait mon SAV, j'avais personne qui faisait mes vidéos, c'est moi qui faisais toujours les miniatures. Et je me suis dit à un moment, si je veux passer à l'étape du dessus, si je veux faire plus, il va falloir déléguer un petit peu. Donc j'ai commencé à effectivement déléguer petit à petit. Au début, c'était les miniatures YouTube. Ensuite, j'ai délégué le montage vidéo. J'ai trouvé une personne, donc une assistante pour gérer mon service après-vente et mes emails. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à déléguer des tâches. Forcément, au début, tu es un peu réticent, tu te dis mais il ne va pas vraiment comprendre ce que je veux. Par exemple, sur la miniature, moi au moins j'arrivais vraiment à mettre ce que j'avais dans mon esprit sur le papier. Mais forcément, en fait, tu te rends compte un peu après que la personne est bien meilleure que moi. En design, voilà, elle sait faire Photoshop, moi je ne sais pas faire. Donc je me suis rendu compte au bout d'un moment, en fait, il faut déléguer parce que la personne est bien meilleure que moi. Par contre, c'est vrai que là où c'est plus complexe, c'est vraiment transmettre ce que toi tu as envie, ce que tu as dans ton cerveau, ce que tu imagines. Et la personne, elle ne l'interprète pas forcément de la même manière. Donc c'est parfois compliqué. Mais disons qu'il faut laisser une marge d'erreur. Au début, c'est normal que ce soit peut-être pas un peu moins bien, mais moins compris. Et puis en fait, au fur et à mesure, voilà, faut expliquer ce que tu veux vraiment. Et la personne va commencer à vraiment comprendre. Et une fois qu'elle a compris, ça roule. C'est-à-dire qu'il y a une période de formation, pareil pour le SAV, il fallait former la personne sur mes produits, ce que je vendais. Et au bout d'un moment, voilà, maintenant, elle sait tout. On a créé des process même où elle a accès à tout et elle peut piocher dans les modèles d'email ou des trucs comme ça pour répondre au service après-vente, par exemple. Donc du coup, tu en as un peu parlé, mais de où tu fais tout ça? Est-ce que tu travailles depuis ta chambre dans ton appartement? Est-ce que tu as des locaux? Comment tu gères ça un peu, ta vie d'entrepreneur en fait? Ouais. C'est une question aussi qui est assez compliquée en fait. Quand on commence, on se dit est-ce que je travaille de chez moi? Est-ce que je travaille dehors? Il n'y a pas vraiment de réponse à ça de base. La réponse c'est juste où est-ce que je suis le plus productif? C'est-à-dire où est-ce que je me le sens le mieux, où est-ce que j'ai le plus de résultats? C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé de chez moi. Pendant 2 ans, je travaillais de chez moi, de mon appartement. Mais je me suis rendu compte récemment qu'il fallait vraiment que je vois autre chose, que je vois du dynamisme des gens autour de moi et que je commence à changer d'air. J'ai eu un moment en fait où j'ai pris conscience qu'il fallait que je change d'air. Voilà, j'ai fait une semaine de pause parce que je devais réfléchir à mon business et je me suis dit en fait le seul moyen de passer au-dessus à l'étape supérieure, c'était de travailler d'ailleurs. Donc maintenant je mixe un petit peu entre coworking, donc un espace de coworking où il y a plein de gens. Ça me permet d'avoir du dynamisme et je suis beaucoup plus focus en fait quand je suis là-bas que quand je suis chez moi. Parce que chez moi en fait, je suis tenté de faire d'autres choses, je suis tenté de, je sais pas, d'un seul coup de faire le ménage, tu vois, un truc comme ça, alors qu'il n'y a pas du tout besoin. Parce que le truc c'est que on est toujours intéressé, notre cerveau est toujours intéressé par ce qui génère de la dopamine. Et la dopamine, c'est par exemple les notifications, c'est par exemple, je sais pas, tu as un oiseau qui vole à travers la fenêtre, tu vas regarder l'oiseau puisque ça t'apporte de l'activité instantanément et du plaisir instantanément. Et parfois, c'est pour ça qu'on procrastine, on a un truc à faire, mais on va aller faire un truc un peu débile à côté parce que en fait, c'est notre cerveau qui nous dit que c'est mieux de faire ça parce que ça apporte du plaisir, alors qu'en fait, sur le long terme, on aurait dû faire autre chose et accomplir la tâche qu'on devait accomplir. Donc c'est pour ça que je vais au coworking, c'est vraiment pour faire ces tâches-là, les tâches difficiles, les tâches longues, et puis les tâches un peu plus simples, je les fais plutôt de chez moi. Voilà, quand il s'agit de répondre à des emails ou des choses un peu basiques, je préfère le faire de chez moi. Et donc pour finir, tu as dit que du coup tu vendais des produits d'information, donc tu as forcément des clients qui utilisent ces produits d'information, et du coup ces clients avec ces produits d'information, ils ont eu quels résultats? Qu'est-ce que tu as eu comme retour par rapport à ça et comment ça fonctionne en fait pour eux? Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir quand tu vends un cours en ligne, c'est parfois difficile de mesurer les résultats. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que tu vas vendre ton cours et tu as des personnes, alors d'une part qui ne vont jamais le regarder malheureusement, ça arrive, c'est comme quand tu achètes un vêtement, parfois tu ne le mets jamais, c'est la même chose. Donc il y en a qui ne vont jamais le regarder, il y en a qui vont le regarder mais qui sont très silencieux et qui ne diront rien même s'ils l'ont appliqué ou pas. Et il y en a aussi qui vont le regarder et pas l'appliquer. Et tu as les derniers, et c'est eux souvent qui vont témoigner, puisque c'est des gens qui ont mis en place, qui sont passés à l'action et qui ont commencé à avoir des résultats, ou non d'ailleurs. Et c'est là que tu mesures vraiment l'impact de ton cours. Il y a
combien de personnes l'ont regardé vraiment, combien de personnes l'ont appliqué et combien de personnes ont eu des résultats. Moi, j'essaie de traquer au maximum ces chiffres-là parce que ça m'indique si mon cours fonctionne ou pas et ça m'indique si les personnes ont des résultats. Et du coup, je fais souvent des sondages où je dis est-ce que vous commencez à avoir des résultats, est-ce que vous avez des ventes, est-ce que ça se passe bien, est-ce que vous trouvez des clients, et j'essaie un petit peu de déterminer s'il y a des résultats. Et notamment donc, pour le programme eBay, donc eBay Mastery où il y a eu plus de 3000 étudiants, là j'ai eu beaucoup de retours sur ce programme-là. C'est pour ça que c'est aussi notre meilleur produit, parce que le bouche à oreille a extrêmement bien fonctionné. C'est un programme qui dure entre 7 et 8 heures, alors qu'il coûte moins de 100 euros, c'est quasiment du jamais vu dans l'e-commerce. Et là on a eu beaucoup de retours, donc on a des personnes à différentes échelles, mais des personnes qui ont généré 500 euros par mois, 1000 euros par mois. On a eu aussi un étudiant qui a généré 5000 euros les 5 premiers jours. On en a eu un autre qui a fait 16 000 euros de chiffre d'affaires en 2 semaines. Et après, il est passé à l'étape supérieure avec un agent, donc un fournisseur attitré pour ses produits. Ça dépend vraiment de l'implication qu'on y met, du temps qu'on y passe et de ses objectifs. Il y a des gens qui veulent juste gagner 200 euros de bénéfices par mois et ils y parviennent. Il y a des gens qui veulent aller beaucoup plus loin, faire 10 000, 15 000 euros. Ils y parviennent parfois et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que j'ai parlé de la personne qui a fait 16 000 en 2 semaines, puisque c'est une des dernières en date qui m'a envoyé son témoignage, d'ailleurs en vidéo qu'on a partagé sur notre groupe Facebook, où elle présente ses résultats, donc 16 000 euros de vente en 2 semaines. Et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on se dit qu'on a aidé quelqu'un, quoi. Cette personne a appris, elle sait créer un business sur Internet et surtout elle a généré un revenu. Donc peut-être que ça lui a permis de payer ses factures à la fin du mois, peut-être que ça lui a permis d'économiser, de faire plaisir autour d'elle. Et c'est ça qui est génial aussi dans ce métier, quoi. Génial. Et on parle à des entrepreneurs. Donc qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui est mal dans sa vie, qui aimerait faire autre chose de sa vie, qui aimerait faire quelque chose de sa vie, qui aimerait créer, entreprendre? Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui veut se lancer justement? Déjà en fait moi, les personnes que j'aide généralement exactement, c'est des personnes qui veulent lancer leur activité, des personnes qui sont salariées mais qui sont plus épanouies, des étudiants qui sont en cours, qui en ont marre des cours un petit peu, qui sont ambitieux, qui se disent j'ai de l'ambition, je veux vraiment créer un business, créer un projet, ou des rebelles du système, des gens qui se disent j'en ai marre de tout ce qui est salariat, retraite, moi je veux vraiment lancer mon activité, je veux vraiment être libre et indépendant. Voilà. C'est toutes les personnes à qui je m'adresse. Et si j'avais un conseil, c'est de vraiment passer à l'action. Il y a des gens qui vous diraient oui, si tu veux réussir, il faut impérativement prendre une formation, tu es obligé, machin, c'est la solution pour réussir. Moi, je ne te dis pas ça du tout parce que ce n'est pas forcément le cas. Il y a des gens pour qui une formation, ça va vraiment les aider parce qu'ils vont apprendre, perfectionner leur savoir et leurs compétences et ensuite passer à l'action ou en même temps passer à l'action. Il y a des gens qui vont juste passer à l'action et qui vont réussir. C'est comme ça. Il y a un petit degré de chance, il y a un petit degré aussi d'opportunisme, toutes ces choses-là. Mais il faut savoir qu'il y a différents types de personnes, différents types de caractères, mais le plus important c'est de passer à l'action, c'est-à-dire d'implémenter directement. Si vous n'y connaissez rien dans un domaine et que vous avez envie de vous lancer, forcément il faudra passer par un stade de formation à travers des cours, des vidéos, des articles de blog ou même des livres, mais l'important c'est d'implémenter en même temps. C'est-à-dire que vous apprenez, mais il faut implémenter en même temps sur le chemin dès le premier jour pour commencer à faire des erreurs, commencer à acquérir de l'expérience et à vraiment acquérir des compétences. Moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment important de passer à l'action parce que ça m'a permis d'acquérir des compétences en montage. Je sais monter rapidement une vidéo, je sais créer une miniature, même si elle n'est pas très belle, mais je sais le faire. Je sais créer un tunnel de vente, je sais faire de l'email marketing, je sais faire de la pub. Pourquoi est-ce que je sais faire tout ça? Il n'y a pas de miracle, je n'ai pas fait ça à l'école, j'ai rien appris de tout ça à l'école, ce n'était pas dans mes études. J'ai simplement implémenté moi-même au début, avant de le déléguer, et ça me permet de savoir comment faire. Donc évidemment, quand je délègue, avant de déléguer, je sais toujours un petit peu comment ça marche, parce que j'aime bien voir le fonctionnement de la chose avant de le déléguer, pour comprendre, je suis très curieux, et c'est ce que je vous conseille de faire, d'être curieux en fait, sur ce qui se passe, pour lancer votre activité et surtout mesurer les résultats. Commencez à regarder s'il y a des petits résultats sur 2-3 semaines. Si vous en avez, faites tapis, faites all-in, comme je dis au poker, il faut foncer. S'il n'y a aucun résultat, changez 2-3 petits trucs, améliorez votre stratégie, peaufinez un petit peu vos tactiques et puis continuez. Et puis à un moment, il y a une stratégie qui va fonctionner, ça a été le cas pour moi, j'avais lancé des activités qui n'ont pas marché et au bout d'un certain moment, il y a un truc qui a eu des résultats et je me suis dit c'est là-dessus qu'il faut que j'aille et j'ai fait tapis dessus, c'est-à-dire que j'ai mis toutes mes billes dedans et c'est là où j'en suis aujourd'hui. J'ai une dernière question pour toi.
Est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? C'est la question un petit peu qui est assez classique, hein. Je pense qu'on n'est pas forcément entrepreneur, c'est-à-dire que on n'est pas forcément prédestiné dès le début à être entrepreneur. On peut le devenir. Après, forcément, il y a des personnes qui sont plus appétentes que d'autres à l'être. Il y a forcément des qualités requises, hein. Par exemple, le fait de passer assez rapidement à l'action, le fait de souvent réfléchir à des solutions, à des problèmes que l'on trouve autour de nous, le fait de toujours avoir envie de s'améliorer, de faire mieux, avoir des ambitions, avoir des projets. C'est des signes qui ne trompent pas. C'est pareil si vous êtes aujourd'hui à votre job et que vous vous dites mince, j'en ai marre, mon patron il m'emmerde, j'en ai marre qu'on me donne des tâches à faire, je ne vois pas la plus-value que j'ai à apporter. Là, il y a deux choix. Soit c'est que vous êtes complètement au mauvais job, soit c'est qu'il faut que vous lanciez votre activité. Et je pense qu'après, effectivement, il y a aussi des personnes qui ne sont pas du tout faites pour être entrepreneurs, parce que c'est des personnes qui ne se remettent pas en question, c'est des personnes qui pensent tout savoir, et ces personnes-là, elles ne sont pas faites pour être entrepreneurs. Après, on peut toujours s'améliorer, on peut changer dans la vie. Donc, pour moi, on ne le n'est pas, on peut le devenir, mais forcément, il y a des qualités requises qui sont nécessaires et qu'il y a certaines personnes qui ont déjà et d'autres n'ont pas, mais ça ne veut pas dire que c'est fermé à tout jamais. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre du coup tes aventures d'entrepreneur? Sur YouTube, évidemment, c'est là où j'ai la plus grosse communauté, donc plus de 100 000 personnes. Après, on peut aussi me retrouver sur Telegram. J'ai une petite channel Telegram où j'envoie tous les jours par message un petit conseil pour lancer son activité ou pour réussir avec son activité. On est plusieurs milliers de personnes aujourd'hui sur le Telegram. Et puis sinon, il y a aussi sur Instagram. Donc, on fera peut-être apparaître mon Instagram à l'écran ou sinon il est dans la description. Mais sinon, voilà, à peu près sur tous les réseaux en fait. Mais là où il y a la plus de valeur, c'est sur YouTube et sur Instagram. Ok, merci beaucoup et à très vite. Ouais, merci en tout cas. À bientôt.